brightest day In blackest night, I'm determined to beat you at this game. my sight. Let those I'm Batman. Buddha. beware my power. green lantern Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les anxieuses et aujourd'hui on va parler d'un double épisode, celui de Double Face. On est au tout début de la saison 1, donc 2 fois 22 minutes consacré à l'un des plus grands super vilains du Badverse. 2 fois 22 minutes, putain mais même ça c'est méta quoi. Alors attention, tous les épisodes de la série font 22 minutes, c'est pas le seul, mais je trouve ça cool 2 fois 22 pour Double Face, d'autant plus que c'est le premier épisode, pas le seul, mais en tout cas c'est le premier épisode de cette série Batman TAS qui se déroule en 2 parties. Harvey Dent, c'est pas la première fois qu'on le voit à ce stade de la série, puisqu'il nous a déjà été présenté dans un tout premier épisode qui s'appelait Pretty Poison, dont d'ailleurs j'ai déjà parlé sur la chaîne, épisode dans lequel Harvey s'était entiché d'une belle rousse, Pamela Isley. Voilà, il était littéralement tombé sous le charme de cette demoiselle. Malheureusement pour lui, elle n'était là que dans un but vengeur. Elle souhaitait s'en prendre à lui pour des actes qu'il avait commis dans le passé. Enfin bref, j'ai déjà raconté cet épisode. Pretty Poison, c'est la vidéo précédente, donc je ne reviendrai pas dessus. En tout cas, à ce moment-là, il n'était que Harvey Dent, pas encore Double Face, et c'est cet épisode qui va opérer la transformation, donc en Double Face. Alors déjà, l'épisode s'ouvre sur un thème musical assez sinistre, des notes jouées à la flûte, simple mais inquiétante. Vraiment, il y a une mélodie très lugubre là qui se joue, et tout de suite on comprend que ça tourne pas vraiment rond dans sa tête à ce mec, parce qu'il est en proie à des sueurs nocturnes, à des sommeils agités. Voilà, il se voit lui-même poursuivi par un autre lui intérieur, un lui démoniaque, qui essaierait petit à petit de prendre le dessus sur sa vraie personnalité. Donc on sent déjà qu'il y a une dualité au sein de sa propre psyché. Bref, c'est un schizophrène. C'est un schizophrène qui le devient de plus en plus. C'est-à-dire que sa maladie s'accélère. Et ça, on va le comprendre, notamment par ses hallucinations qui le réveillent la nuit en sueur, mais aussi par des accès de colère qu'il va avoir en public, notamment lors d'une arrestation d'un groupe de criminels, arrestation opérée par Gordon et ses flics. Et donc à ce moment-là, Harvey Dent est sur place et il va être en proie à une vive colère. Il va être à 2 doigts de péter la gueule violemment à l'un des criminels arrêtés devant les caméras des journalistes. Enfin bref, c'est pas très bon pour sa réputation d'homme de lumière, parce qu'à la base c'est quand même un procureur et il se doit d'être irréprochable aux yeux des médias. Il y a un deuxième accès de colère qui survient assez rapidement aussi dans l'épisode, c'est lors d'une soirée de gala improvisée qu'il a organisée en fait à la suite d'une collecte de fonds destinée à financer sa campagne politicienne. Et du coup, à ce moment-là, il apprend que les criminels arrêtés peu de jours avant par Gordon ont été relâchés par un juge véreux. Voilà, avec l'appui évidemment d'un grand chef de la mafia qui est Rupert Thorne, puisque c'était les hommes de Rupert Thorne, les fameux criminels. Et du coup, pris de colère une fois de plus, il va littéralement casser la gueule du mec qui va l'informer de cette triste nouvelle, sous les yeux médusés de ses invités, notamment de Bruce Wayne, qui comprend très très vite qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer dans la tête de Dent. D'autant plus que ces accès de colère sont toujours mis en scène d'une manière assez impressionnante, avec des ciels vraiment rouge sang, la sueur qui dégouline sur le front d'Harvey, il a le visage tiré, il a vraiment un visage très expressif. Ça c'est une des grandes qualités aussi de la série et des chara-design, c'est que vraiment on a toujours des visages extrêmement expressifs, et là on ressent toute la rage et toute la détresse aussi de ce personnage. D'ailleurs, la mise en scène, c'est vraiment une des très grandes qualités de ce double épisode. Il y a beaucoup de petits détails, alors pareil, ça demande peut-être plusieurs visionnages pour s'en rendre compte, mais il y a beaucoup de petits détails qui vont dans ce sens, ultra précis, ultra chirurgicaux. Lors de cette soirée de gala, justement, il y a une espèce de statuette représentant la justice, vous savez, la femme avec ses balances là, avec sa balance et 2 plateaux de chaque côté. Et c'est une statue en glace, voilà. On est sur une fontaine de champagne, je crois, enfin je sais plus vraiment, il y a cette statue de glace qui est en train de fondre,
qui est en train de fondre littéralement, et donc tu vois l'eau qui perle petit à petit, et la statue qui se décompose petit à petit, quoi. C'est l'état de la justice à ce moment-là, puisque c'est la même soirée où on apprend qu'il y a un juge véreux qui a permis la relaxe de criminels notoires. Donc ça, c'est ultra intéressant à relever, d'autant plus que cette statue de glace, donc elle est transparente puisqu'elle est en glace, elle est superposée à un mur qui est découpé en deux couleurs, un mur qui est découpé en deux, quoi. Et donc déjà, on a une première projection de la justice à deux visages. Toujours dans ces petits détails de mise en scène, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la mise en scène, mais je me comprends. Il y a une scène où il est chez le psychiatre, et donc là c'est toujours Harvey Dent. À ce moment-là de l'épisode, il n'est toujours pas double face, faut bien le comprendre, il est en train de le devenir, et d'ailleurs ça c'est une des grandes forces aussi de cet animé, c'est qu'on nous montre bien qu'avant sa transformation physique, il y avait déjà une transformation psychologique qui était opérée, et ça c'est très important de le rappeler en fait, c'est pas juste parce qu'il a eu un accident qui l'a défiguré que Harvey Dent est devenu fou, il l'était déjà avant en fait, et cet accident n'a fait que précipiter les choses. Donc ça on le rappelle parfaitement, et c'est une bonne chose de le faire, et donc il prend rendez-vous avec une psychiatre évidemment afin d'essayer de se tirer de cette mauvaise passe, et donc voilà, ils sont dans le salon de la psy, dehors t'as toujours la pluie qui bat sur les fenêtres, toujours une mise en scène ultra pesante, c'est Gotham City, il fait soit le ciel est rouge, soit il pleut en fait, et du coup t'as un éclair qui zèbre le ciel à ce moment-là, et au moment où l'éclair éclaire la pièce, on a la mauvaise face de double face qui est illuminée en fait. Voilà. Alors qu'il n'est pas encore double face à ce moment-là, mais tu as déjà une projection de ce à quoi elle va ressembler plus tard. Voilà. Et c'est le moment où dans cette scène, son double maléfique prend le dessus. Donc ça aussi c'est une petite fulgurance je trouve dans la mise en scène. Alors évidemment on est sur un dessin animé de base destiné à des gamins, donc on peut malheureusement pas se permettre, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place et à quel âge on regarde l'épisode, mais on peut évidemment pas se permettre des choses très violentes, très choquantes, des mises à mort, ce genre de trucs. Mais toujours lors de cette séquence, Harvey Dent envoie une chaise dans la baie vitrée en fait, donc on devine qu'ils sont à un étage très élevé d'un immeuble, et il menace très clairement de balancer la psy par la fenêtre. Alors il le fait pas parce que son double bienveillant reprend le dessus, le vrai Harvey réussit à reprendre le dessus à ce moment-là, réussit à reprendre le contrôle de la situation, mais il était à deux doigts de balancer la psy par la fenêtre. Donc ça aussi j'aime bien, tu vois, il faut que les super vilains soient capables de faire des trucs ultra déter et ultra violents, même dans des dessins animés lorsqu'ils peuvent pas le faire parce que dessin animé oblige, et ben on nous fait comprendre, voilà, ce qu'ils auraient pu faire si on avait été dans un film interdit aux moins de 12 ans. Très clairement, ce qui se serait passé si on avait été sur un Harvey Dent dans un film de Tim Burton dans les années 90, la psy est passée par la fenêtre. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de voir un super vilain. J'ai pas envie de voir des psys qui passent par les fenêtres. J'ai envie de voir des super vilains qui butent des innocents, notamment au moment avant leur transformation ou au moment de leur transformation. Meilleur exemple possible, le Doc Ock, lorsqu'il se réveille à l'hôpital dans Spider-Man 2, il bute le personnel soignant qui s'affaire autour de lui. C'est ultra important de le faire. Voilà. La naissance du super vilain, elle doit se faire dans le sang. Faut bien le comprendre ça, sinon c'est pas un super vilain. Entre-temps, on a des petites scènes d'action qui sont assez épiques, je trouve, notamment celle où Batman suit une bagnole, et donc il saute de toit en toit sur des voitures lancées à pleine vitesse. À ce moment-là, il y a le thème de Batman qui retentit. Alors c'est pas le thème du générique de début, le thème de Danny Elfman, c'est le thème qui est propre à la série animée, et là, à ce moment-là, il faut bien comprendre que Batman, il a deux thèmes à lui, donc il a le thème de Danny Elfman, celui de l'opening, et il a donc son thème, tin, 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 et celui-là, il est ultra stylé aussi. En fait, le mec, il a deux thèmes qui éclatent littéralement tout ce qui a été fait chez DC et chez Marvel au cinéma ces dernières années. C'est un truc de fou. Et vu que je parle de Marvel, du MCU, allez, on va leur mettre une petite au passage, ça faisait longtemps. Ici, on a un personnage qui fait office de comic relief. C'est la brune qui travaille pour Rupert Thorne, et donc qui est une espèce de bimbo, qui n'a pas grand-chose dans la tête, et qui fait très clairement potiche. Et elle y va toujours de ces petites interventions stupides, aussi stupides qu'inutiles. Vraiment, c'est la grognasse, quoi, tu vois. Seulement, à aucun moment, ces petites répliques à deux balles ne viennent désamorcer la situation, ne viennent atténuer le dramatique de la situation.
Ça reste ultra sérieux de bout en bout. Même si elle essaye de détendre l'atmosphère, bah, quand tu regardes bien le contexte, ce qui est en train de se passer véritablement, ça reste extrêmement tendu, quoi. Et d'ailleurs, là, c'est un autre sujet que je voulais aborder, c'est concernant la gravité du propos. On parle quand même de maladie mentale extrêmement grave, la schizophrénie, d'un accident physique pour le coup qui va très clairement finir de détruire la vie d'un homme qui était pourtant promis à d'excellentes choses, à de belles choses, à des choses vertueuses, et au final, sa vie va être complètement détruite en plus de sa carrière, puisqu'il va finir criminel, quoi. Donc le propos est extrêmement grave. On parle de corruption de la société à tous les niveaux, puisqu'on comprend très vite qu'il y a un juge déjà qui est corrompu dans l'histoire et qui a permis la relaxe de criminels, de terroristes. Il y a de la manipulation aussi, notamment lorsque la potiche en question manipule l'ex de Dent, donc Grace, afin que cette dernière lui révèle la position de son mari, bien qu'elle ne semble pas la connaître, cette position. Le scénario est relativement sophistiqué pour un dessin animé adressé à des gamins. On ne prend pas les gamins pour des demeurés, on ne les prend pas pour des abrutis. C'est autre chose que Batman qui tape sur des méchants, non. C'est un scénario qui est peut-être pas forcément ultra accessible pour des gamins, tu vois. Mais c'est parce qu'une fois de plus, je le répète, c'est un dessin animé qui s'adresse aussi à des gens plus matures. Et ça, c'est une fois de plus la grande force de Batman TAS. Et alors là, sur l'épisode 1, donc Harvey Dent s'est transformé. La transformation n'est pas tout à fait celle qu'on connaît dans les comics, parce qu'elle est extrêmement brutale, celle des comics, avec l'acide qui est jeté au visage, il y a quelque chose de très organique, de visqueux, de très douloureux. Évidemment, c'était compliqué, je pense, à reproduire dans un dessin animé de tout public. Donc du coup, pour le coup, l'accident qui cause la transformation physique de Dent est beaucoup plus soft. Voilà. C'est-à-dire que c'est une explosion, il est à côté à ce moment-là, et donc du coup, c'est pour ça qu'il est défiguré. Mais alors toute la dernière partie de l'épisode 1, au moment où il devient double face, elle est incroyable. Elle est incroyable. Le mec se réveille à l'hôpital avec le visage bandé, et donc il demande au spécialiste qui est en train de s'occuper de lui, miroir, la putain de ref à Batman 89 et au Joker. Donc ça, franchement, ça fait toujours plaisir quand t'es un fan de Batman, et notamment de cette époque-là. Des petites refs qui sont parfaites, quoi, parfaitement distillées ici et là. Et donc du coup, il enlève son bandage, il prend le miroir que lui tend le docteur, et au moment où il lève le miroir vers son visage, on ne voit que le bas, ça coupe, il sort de la pièce. À ce moment-là, Grace vient lui rendre visite, elle est dans le couloir de l'hôpital, juste devant la porte de la chambre. On a une fenêtre tout au fond du couloir, et la lumière vient de par cette fenêtre, parce que dehors, une fois de plus, il y a de l'orage, il y a des éclairs, donc c'est ce qui va permettre d'illuminer le moment où Harvey se retourne vers sa dulcinée. Et là, on va enfin découvrir, nous, en tant que spectateurs, à quoi va ressembler ce grand méchant de l'univers de Batman, qui va revenir plusieurs fois d'ailleurs au cours de l'animé. Donc là, très clairement, c'était le façonnage d'un des plus grands super vilains de l'animé, et ça a été fait magistralement. Vraiment, toute cette dernière séquence, elle est dingue. C'est de l'iconisation telle que moi, personnellement, je la chéris et telle que je la recherche. Voilà, et c'est de l'iconisation que nous n'avons malheureusement plus dans les productions actuelles. Double Face est né, et je crois que sa femme s'évanouit à ce moment-là, de stupéfaction, de choc. Il se retourne vers elle une dernière fois et lui dit « Adieu Grace ». Parce qu'évidemment, il y a encore le bon Harvey Dent qui est là quelque part. Malheureusement, il n'a plus le dessus. Mais il y a encore cet homme qui était un amoureux transi jadis, et qui était voué à de grandes choses, comme j'expliquais, et qui sent complètement la situation lui échapper. Fin d'épisode, c'était donc l'épisode 1. L'épisode 2 va nous permettre d'avoir enfin ce super vilain qui est né maintenant, qui a éclos, ça se dit, qui a éclos. Enfin voilà, il y a eu l'éclosion de ce super vilain, et donc maintenant, on va assister à sa vendetta personnelle, celle contre les hommes de Rupert Thorne, et donc Rupert Thorne évidemment. Alors là, la première fois qu'on le voit vraiment en tant que double face, niveau iconographie, on met les bouchées doubles. On fait pas les choses à moitié. Le mec est dans un taxi. On voit ses deux acolytes qui sont donc des jumeaux. Évidemment, le chiffre 2 qui est très présent dans l'iconographie de double face. Lui est dans l'ombre, mais on voit déjà qu'il a un costard qui est coupé en deux.
une partie blanche, une partie noire. Il a cette voix extrêmement grave, extrêmement solennelle. Le mec est pas là pour rigoler, tu le comprends. Il est aussi très imposant physiquement. Il a beau être assis à l'arrière d'une bagnole, tu vois que le mec, s'il se lève et qu'il t'en colle une, tu vas finir à l'hosto quoi, pendant 2 nuits. Il va t'arracher la mâchoire. Il est très imposant physiquement, il rigole pas, et il a cette pièce évidemment qui est quand même son objet fétiche principal qu'il balance pour savoir ce qui va se passer dans la nuit quoi. Et niveau iconographie, c'est la première apparition de Double Face. Il n'y a pas de bullshit, c'est Double Face. Un côté noir, un côté blanc, des acolytes jumeaux qui se ressemblent, enfin des jumeaux quoi, et la pièce. Face, on laisse ces gens tranquilles. Face rayée, on fait un carnage. Voilà. C'est Double Face, bon, il est comme ça, il est pas autrement, pas de bullshit de je sais pas quoi là. Double Face, c'est ça. Voilà. Point final. Pas besoin de chercher midi à 14h, et c'est ça que j'adore avec cette série, c'est qu'on n'y va pas par 4 chemins. Poison Ivy, c'est une belle femme rousse avec une rose, voilà, avec ses plantes carnivores autour d'elle. Double Face, c'est un mec avec un costard coupé en deux, une sale tête, enfin une sale face d'un côté, et beau gosse de l'autre, et sa pièce. Et puis le mec se fait respecter, bordel. On n'est pas sur Black Manta là, qui pris de colère, ferme la porte violemment au nez du Dr. Shin qui l'a vu en train de faire des trucs de méchant. Non, là, il donne un ordre à un de ses gugus, l'autre lui répond, désobéit, il lui met une grosse patate de forain dans sa gueule, quand je te parle, tu m'écoutes, point final. Voilà. C'est ça aussi que j'ai envie de voir, c'est un super vilain qui n'hésite pas à déglinguer ses sbires lorsque ceux-ci lui désobéissent ou le déçoivent. Et il y a un truc aussi qui est assez intéressant, je trouve, dans cet épisode, c'est la responsabilité, en fait, que porte sur lui Bruce Wayne vis-à-vis de ce qu'il est devenu de son meilleur ami, en fait. Et du coup, ça le renvoie à ses heures les plus sombres, en fait. C'est-à-dire que Bruce Wayne, là, il a l'impression que c'est un petit peu de sa faute si Harvey Dent a vrillé et est devenu Double Face. Et il le vit très très mal psychologiquement, et d'ailleurs, il se réveille la nuit parce qu'il est en proie à de mauvais rêves à ce sujet, et du coup ça le renvoie aux démons de son passé, voilà. Et donc là on nous fait comprendre une fois de plus qu'il se sent coupable de la mise à mort de ses parents ce soir à Crime Alley lorsqu'il avait 10 ans. Et d'ailleurs ça c'est un autre sujet que je pourrais aborder aussi, pas forcément lié qu'à cet épisode. Il y a beaucoup d'épisodes en fait au cours de la saison 1 notamment qui relatent ce qu'il est arrivé au Wayne en fait. Mais une fois de plus, étant donné qu'on est sur un dessin animé, on va pas montrer deux personnes se faire flinguer gratuitement dans la rue, donc on le fait toujours de manière beaucoup plus subtile. On représente jamais l'agresseur qui tire sur les Wayne, on représente par exemple un gros flingue posé dans une rue, enfin voilà, parce qu'on est sur des hallucinations. Et c'est comme ça que Bruce Wayne se représente la mort de ses parents qui a eu lieu plusieurs années auparavant. Donc c'est jamais ultra violent la mort des Wayne, mais on te la rappelle assez souvent, mais sans que ça devienne non plus invasif. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup d'OAV Batman. Quand je dis OAV, je parle de longs métrages, hein, de films d'animation Batman, où tu as la mort des Wayne à tout bout de champ. Tu peux pas regarder un film d'animation Batman sans qu'il y ait une putain de séquence avec la mort des Wayne. Et ben là, on le fait de temps en temps. Mais c'est beaucoup plus subtil, ça prend à chaque fois que c'est fait, ça prend peut-être une dizaine de secondes, pas plus, et c'est jamais très violent parce que des dessin animé oblige, mais voilà, je trouve ça intéressant de le faire, d'autant plus que là, c'est lié directement à ce qui se passe avec Harvey, donc c'est une belle façon d'aborder tout le poids des responsabilités que s'inflige Bruce Wayne, alors qu'il y est pour rien dans les deux cas en fait. Mais ça fait partie de sa croisade, ça fait partie de la croix qu'il porte sur son dos Batman en fait. Il y en a beaucoup de très bons épisodes, mais je veux vraiment sélectionner la crème de la crème. Et celui-ci en fait partie, c'est un incontournable. Et je voulais revenir une dernière fois sur un élément qui m'est cher, vous savez, dans le domaine du super-héros, c'est l'iconographie en fait. L'iconographie, donc tout ce qui entoure un personnage qui participe à l'iconisation du personnage. Le curseur est très souvent, même tout le temps en fait dans Batman TAS, poussé au maximum. C'est-à-dire que comme j'expliquais, on n'y va pas par quatre chemins. Double Face, il a une pièce, il a un costard divisé en deux, il a même carrément tout un appartement, tout un QG en fait, dont la pièce centrale est scindée en deux, avec un côté plongé dans les ténèbres, où tout est délabré, t'as l'impression que c'est des ruines, enfin que c'est une ruine, et dans la même pièce, il y a un côté
où tout est propre, tout est nickel, tout est rangé, le mec vient de passer l'aspirateur, il a passé l'aspirateur mais il s'est arrêté à la ligne de démarcation, tu sais, il y a un chandelier, enfin il y a de la lumière, voilà, parce que c'est sa personnalité qui est comme ça. Donc on y va à fond les ballons dans l'iconographie, on fait pas les choses à moitié. D'aucuns pourraient dire que c'est peut-être trop par moment, vraiment, t'en as pas assez, on t'en resserre une grosse tartine. Mais, alors déjà d'une, on est sur un dessin animé, donc c'est important de le faire, je trouve. On peut se permettre ce qu'on aurait peut-être plus de réticence à faire, et peut-être à juste titre au cinéma. Et ça fait partie de cette alchimie dont je parlais sur l'épisode précédent, ce fabuleux mariage entre d'un côté un contexte qui pourrait être réaliste, un quartier crasseux de New York City, la police corrompue, des juges corrompus, la mafia, etc. Et de l'autre, bam, double face. Le mec a un appartement scindé en deux, enfin voilà. C'est ça que j'adore, c'est cet équilibre en fait, tu vois, qui est parfaitement respecté dans cette série. Donc voilà, c'est très clairement un chef-d'œuvre, ce double épisode, donc à voir à tout prix. Et c'est peut-être même un des meilleurs trucs que j'ai pu voir sur Double Face. Autre adaptation de Double Face que j'aime beaucoup, c'est dans Batman Telltale saison 1. Je l'avais trouvé impeccable, rien à redire sur ce dent. Par contre, je suis beaucoup moins indulgent avec le Double Face de Tommy Lee Jones. À juste titre, c'était juste un Joker bis, pas compris, mal écrit et insupportable. Et même le Double Face de Christopher Nolan, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec le double face de Christopher Nolan. Pas au niveau de la prestation de l'acteur, mais au niveau du maquillage. Parce qu'en fait, je pense que le personnage aurait été plus crédible si la deuxième moitié de son visage, enfin la moitié sale de son visage, avait été faite avec des vraies prothèses et avec du vrai maquillage. Voilà. Il y a une époque, bordel, dans les années 80, on faisait des zombies à l'écran. On prenait des figurants, là, des gens qui servaient à rien, là. On leur disait, venez sur le plateau, on va vous maquiller, on va passer 2 heures sur votre gueule, mais vous allez ressembler à des zombies. Tu vois, ça on le fait plus maintenant. Et ce double face chez Nolan, il aurait été tellement plus stylé, plus charismatique et aussi plus crédible si on l'avait vraiment maquillé. Plutôt que de faire un truc CGI dégueulasse, ça ressemble à rien. A noter ici que la partie défigurée, elle est grise, elle n'est pas couleur chair. Mais une fois de plus, je pense que c'est une volonté pour pas choquer les gamins. On n'allait pas représenter un visage vraiment brûlé. Tu vois. Donc c'est parfait, puis regardez-moi ça, l'écran titre là. Magnifique, une partie dans l'ombre, une partie dans la lumière. Voilà, l'iconographie certes exagérée, mais au moins c'est iconique. Allez, ciao les amis. Meow.